Bonsoir, je suis Sandrine Rollo, secrétaire générale de l'Association française des polyarthritiques. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette première webconférence de la rentrée. Douleurs, stress, angoisse, fatigue, vous êtes nombreux à avoir recours à des approches non médicamenteuses pour soigner ces symptômes liés à votre pathologie. D'autres se posent des questions sur ces pratiques qu'on regroupe souvent sous le nom de médecine douce, médecine parallèle, approche complémentaire, et se demandent si ces techniques sont efficaces et si elles peuvent améliorer leur quotidien. Nous vous proposons ce soir de faire un point sur ces approches non médicamenteuses dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques. Et pour cela, nous avons invité le docteur Florent Bailly, rhumatologue et spécialiste de la douleur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, Olivier Père, qui est hypnothérapeute et cadre de santé au centre hospitalier de Saint-Brieuc, et enfin Solange Arnaud, qui est fondatrice du site internet medoucine.com. Merci à vous trois d'être présents avec nous ce soir pour partager vos connaissances à nos membres sur ces approches non médicamenteuses. Je souhaite aussi remercier le laboratoire Galapagos qui apporte son soutien institutionnel à cette webconférence. Et enfin, avant de démarrer, je voudrais dire à tous ceux qui sont derrière leurs écrans et qui suivent cette webconférence qu'ils peuvent dès maintenant poser leurs questions en direct en utilisant le bouton questions-réponses qui est situé en principe en bas de leur écran. Alors, bonsoir, docteur Bailly. Merci d'être avec moi à mes côtés dans les locaux de l'association. Donc, nous avons souhaité que ce soit un rhumatologue qui commence et qui nous présente ces approches non médicamenteuses parce que le rhumatologue est, on pourrait dire, le pilote de la prise en charge ou du parcours de soins des personnes atteintes d'un rhumatisme inflammatoire chronique. Donc, pouvez-vous nous parler de ces différentes approches non médicamenteuses et nous dire quel est leur intérêt et leur place dans la prise en charge du rhumatisme inflammatoire chronique? Bonsoir Sandrine, bonsoir à tous. Je suis très heureux de que vous m'ayez invité pour pouvoir parler donc, de ces traitements non médicamenteux dans le cadre des rhumatismes inflammatoires, dans le cadre de la polyarthrite. Alors, je suis rhumatologue, je suis également médecin de la douleur, et responsable du centre de la douleur de la Pitié-Salpêtrière, comme vous l'avez dit. Et puis, je vais essayer de vous partager les différentes possibilités. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui sont envisageables. Et puis, je vais essayer de vous donner aussi le point de vue médical, dans le sens aussi un petit peu avec des preuves scientifiques, de choses qui marchent vraiment et qui marchent sur le long terme. Parce qu'en général, quand on a des douleurs qui persistent pendant longtemps, on cherche vraiment des choses qui soient efficaces sur le long terme. Alors, je vais vous montrer, hein, j'ai fait un petit diaporama pour essayer de résumer tout ça. Et comme ça va vous permettre d'appuyer mes propos. Alors, j'ai le diaporama que je fais, il est librement accessible. Hein, vous pouvez même le télécharger si vous le souhaitez. On pourra en remettre ce petit QR code à la fin si vous voulez. Comme ça, vous pourrez y accéder. Ça pourra être transmis ultérieurement par l'association. Donc, la douleur, c'est important de préciser de quoi est-ce qu'on parle, parce que la douleur, c'est quelque chose qu'à la fois on connaît tous vraiment très bien, et puis qui finalement est pas si bien, et qui finalement est un peu plus complexe que ce qu'on imagine. En fait, quand on a une polyarthrite, par exemple, on peut avoir différents types de douleurs. Il y a des douleurs qui sont un peu habituelles, qu'on connaît tous, parce qu'il y a des petits récepteurs sur la peau, dans les articulations, qui donnent des douleurs. Quelquefois, on appelle ça des douleurs nociceptives. Quelquefois, on peut avoir des douleurs parce qu'il y a des problèmes au niveau des nerfs, parce que les nerfs ont été abîmés, parce que c'est des choses qui peuvent arriver dans la maladie. Et puis, de temps en temps, on a d'autres types de douleurs qui sont, en fait, quand le système de la douleur, il fonctionne plus bien, où le système de la douleur, il n'y a pas des nerfs qui sont abîmés, mais c'est plutôt l'inverse, où le système fonctionne trop fort. Et donc, on peut avoir des douleurs qui sont parfois très importantes, et pour lequel, dans ce cas-là, c'est plus forcément l'activité de la maladie, par exemple, qui est en cause, mais c'est plutôt un problème un peu plus général. Donc, dans la polyarthrite, les douleurs que j'appelle les nociceptives, c'est par exemple quand on a une maladie qui est en poussée. Les douleurs neuropathiques, c'est quand il y a un nerf qui est abîmé.
et les douleurs nociplastiques, c'est quand le système de la douleur ne fonctionne pas trop. C'est quelque chose qui, en fait, le terme nociplastique, c'est quelque chose que vous avez probablement jamais entendu comme mot, mais en fait, ça concerne vraiment beaucoup d'entre vous. Globalement, à peu près tout le monde a des douleurs quand on est au début de la maladie. Mais au fur et à mesure, il y a des traitements qui sont mis, et puis un certain nombre de gens n'ont plus de douleurs. Mais finalement, 20 à 30% des gens gardent des douleurs importantes même, alors que la maladie n'est plus forcément active. Et en général, ce sont ces douleurs parce que le système de la douleur, il fonctionne trop bien. C'est important de comprendre ça parce que globalement, la prise en charge de la douleur, ça ne va pas être forcément justement de changer de médicament ou ce genre de choses-là parce que ça ne va pas marcher. Parce que vous connaissez tous les médicaments un peu habituels. Hein, quand on a une douleur aiguë, on s'est fait une entorse, on a un problème ponctuel, et on prend les médicaments qu'on connaît un peu tous. Néanmoins, quand on a des douleurs qui durent depuis 3 mois, depuis 6 mois, ces traitements-là, ça marche plus vraiment bien. Quelquefois, ça peut perdre de son efficacité. Quelquefois, on peut être dépendant de médicaments ou quelquefois, il y a des problèmes autres. Et donc, les traitements médicamenteux, au bout d'un moment, c'est plus forcément la bonne solution. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre vous sont à la recherche de traitements plutôt non médicamenteux. C'est pour ça que vous êtes là et que vous écoutez cette conférence. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir trouver un traitement qui soit adapté? Alors, juste sur la terminologie, en général, je vais plutôt parler de traitement complémentaire. Souvent, on parle de traitement alternatif, mais ce n'est pas un bon terme. L'idée, c'est plutôt de faire quelque chose qui soit complémentaire des traitements médicamenteux. On ne va pas arrêter un médicament et faire ça à la place. Le mieux, la meilleure prise en charge de la douleur, c'est qu'on va faire tout en même temps. Et donc, les traitements complémentaires, c'est probablement la bonne terminologie. Le terme médecine douce est parfois utilisé aussi. Et après, ça suggérerait que le reste serait de la médecine dure. Je ne suis pas sûr que ce soit très adapté. Par rapport à ces traitements complémentaires, il peut y avoir parfois des soucis parce que c'est quelque chose qui est très demandé. Et il y a beaucoup de praticiens qui font plein de choses qui sont parfois un peu discordantes ou parfois pas très bien cadrées. Et donc, quelquefois, on a des choses qui sont intéressantes, quelquefois, on a des choses qui sont pas très scientifiques, quelquefois, il y a des choses qui sont parfois un peu déviantes. Donc, je vais essayer de vous illustrer comment faire pour pouvoir vraiment trouver quelque chose qui soit bien, qui soit efficace, notamment sur le long terme. Alors, je vais vous expliquer 2-3 thérapeutiques qu'on peut faire, mais avant, il y a un concept un peu général de ce qu'on peut attendre. Globalement, les meilleurs traitements, c'est les traitements que l'on fait soi-même, que l'on apprend soi-même, dans lesquels on est autonome. On peut tous avoir une douleur le samedi soir. Si on est dépendant de quelqu'un, d'un thérapeute qu'on doit aller voir, en fait, c'est très compliqué. Si on a appris à faire quelque chose, si on possède soi-même la technique, là, vraiment, c'est quelque chose c'est ça qui est le plus efficace. L'idée, c'est aussi d'avoir quelque chose qui fonctionne sur le long terme. Parce que si on a des trucs qui fonctionnent juste ponctuellement, c'est pas forcément très adapté pour quand on a une douleur qui dure pendant très longtemps. Alors, j'ai aussi noté que c'est bien d'avoir quelque chose qui soit à peu près validé ou qu'il n'y ait pas de concept trop ésotérique parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Les listes des choses qui ne sont pas validées, ça n'existe pas. En fait, on n'a pas le droit de faire des listes comme ça. Il y a même des gens qui font des dérives, des choses comme ça. Il y a la Mivilude, par exemple, qui existe, mais par exemple, on ne peut pas trouver de liste de choses non scientifiquement valables parce que on a le droit de le faire techniquement et légalement. Donc, à la place, je vais plutôt vous proposer un certain nombre de choses qui sont plutôt recommandées, qui peuvent se faire. Alors, vous allez voir que, juste une petite précision, dans tout ça, les meilleurs traitements, ce n'est pas les plus faciles. Il y a plein de choses pour lesquelles on peut se dire oui, c'est bien, je vais essayer de prendre tel truc, telle plante ou tel je ne sais pas quoi. Quelquefois, il faut être un peu prudent et en général, si le traitement il est très facile, c'est que quelqu'un d'autre l'aurait fait avant. Voilà. Donc, les traitements qui sont les plus efficaces, c'est les traitements dans lesquels on est investi soi-même et dans lesquels on va un peu travailler. Donc, les meilleures choses, c'est les choses qui vont vous demander à vous vraiment une vraie implication. Donc, je vais illustrer ça maintenant pour vous montrer un peu ce qui marche vraiment. Alors, déjà une illustration sur quelque chose qui est peut-être évidente, mais quand même qui est important de redire. L'activité physique est vraiment bénéfique pour les douleurs. Toutes les activités physiques sont bénéfiques et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très prouvé scientifiquement.
Il est important de faire un point important aussi, l'activité physique, même une activité physique, je ne sais pas, où il y aurait des traumatismes, par exemple, quand on fait une course à pied, ça ne va pas abîmer les articulations. C'est quelque chose dont on se pose souvent la question, hein, surtout si on a une maladie articulaire ou on est un peu inquiet. Ce n'est pas quelque chose qui est dangereux et c'est vraiment quelque chose qui est recommandé. Quelquefois, c'est difficile. Hein. Quand on a beaucoup de douleurs, on a du mal à démarrer parce que on a mal quand on bouge. Donc, dans ce cas-là, la kinésithérapie, c'est une bonne méthode pour commencer parce que ça va permettre de faire les choses vraiment progressivement. Le but, c'est pas de le faire d'un coup, ça va être de le faire progressivement. Pour vous illustrer à quel point c'est bénéfique, il y avait des petites expériences qui avaient été faites il y a assez longtemps. Et par exemple, courir 10 km de course à pied, ça équivaut à avoir 10 mg de morphine. Ça a vraiment été prouvé scientifiquement. Mais ça, c'est juste l'effet positif. Hein. Il n'y a pas les effets négatifs des médicaments qui font qu'on est constipé ou somnolent. Non, vraiment, il y a un vrai effet antalgique de l'activité physique. Il est important de préciser pourquoi ça marche en fait ça. L'activité physique, c'est pas juste qu'on a des muscles qui seraient faibles ou qui marcheraient pas bien. Hein. L'activité physique, ça améliore vraiment le fonctionnement du système de la douleur, ça diminue la sensibilisation des nerfs, ça fait qu'on a de moins en moins peur de faire quelque chose, et moins on a peur, moins on a mal. Ça modifie aussi l'humeur. Il y a plein de bénéfices, et donc ce que ça veut dire, c'est que ça marche de manière générale. C'est pas une activité physique sur une articulation qui sera bénéfique, c'est n'importe quelle activité. Donc là-dedans, en pratique, le mieux, c'est de choisir ce qui vous plaît. Hein. Il y a quelque chose d'autre qui est pas mal prouvé, qui est peut-être probablement un petit peu moins facile pour pouvoir y accéder, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales. Ce sont des choses qui se font en général, c'est des thérapies de groupe. Le plus souvent, ce sont des psychologues qui font ça. Et globalement, c'est d'essayer de comprendre qu'on a des comportements, on a des émotions, on a des pensées, puis on va essayer d'individualiser un petit peu tout ça et on va prendre un peu de recul. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment été prouvé et qui est vraiment bénéfique quand on a des douleurs persistantes, notamment dans la polyarthrite, par exemple. Il y a une autre technique qui est un peu proche, qui est quelque chose qui est très à la mode, dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est la méditation pleine conscience. Alors, la méditation, c'est l'idée la méditation pleine conscience, c'est l'idée d'essayer de se baser vraiment sur l'instant présent, sur les sensations présentes. C'est pour ça que quelquefois on appelle ça méditation pleine conscience ou quelquefois on appelle ça méditation pleine présence. En anglais, vous avez certainement déjà dû entendre le terme, on parle de mindfulness. Et donc, c'est pas juste le fait de se focaliser sur les sensations présentes, c'est aussi pour se distancer un peu de ses pensées et d'arrêter de penser tout le temps. Il y a pas mal de choses qui ont été faites et qui sont assez standardisées là-dessus, avec des programmes qui existent, c'est sur 8 semaines et puis on a des programmes assez stricts. Et donc, du coup, médicalement, on a bien pu voir est-ce que ça marche. Et ben, globalement, oui, ça marche sur les douleurs chroniques. Le yoga, je reparlerai un petit peu après. La méditation, c'est quand même quelque chose qui est très, très à la mode. Hein, et parce que probablement que ça peut être un peu bénéfique pour plein de monde, et y compris pour des gens qui n'ont pas de douleurs chroniques. Et donc, du coup, on trouve plein de choses dans beaucoup de médias notamment. Et on a aussi l'impression que ça pourrait guérir un peu tout. Ça ne va pas tout guérir, mais vraiment, ça peut faire du bien à un certain nombre de personnes. Le yoga, c'est un bon mix. Je vous ai parlé tout à l'heure d'activité physique, et puis là, je vous ai parlé de méditation. Le yoga, en général, ça associe les deux. Donc, c'est quelque chose qui a été bien identifié, qui montre que c'est vraiment quelque chose qui est utile. Je vais rebondir par contre juste sur le yoga. Il y a un très bon exemple. On sait que le yoga, techniquement, c'est un truc qui est super bien. Néanmoins, il y a plein de dérives liées à ça. Alors en vrai, là, je prends l'exemple du yoga parce que c'est l'exemple qui a été fait très récemment. Mais il y a plein de techniques qui sont validées et pour lesquelles quand même il y a des déviances ou des problèmes. Donc, quand je vous parle de technique, il faudra probablement bien choisir la technique, ce que vous allez choisir, et aussi le bon thérapeute, parce que c'est bien d'avoir quelque chose qui marche, c'est mieux de faire ça avec quelqu'un de confiance. Il y a d'autres techniques qui sont un peu proches de ce que je vous ai parlé de la méditation. Là, il y a des choses comme la relaxation, la sophrologie ou la musicothérapie, par exemple. Alors ça, il y a plein de protocoles différents qui existent. Il n'y a pas vraiment de protocole bien clair, donc médicalement, on n'est pas très bien sûr de son efficacité. Néanmoins, il n'y a pas de contre-indication et vous pouvez tester. J'ai mis un site internet, par exemple, et vous pouvez voir ce que ça donne, par exemple, si c'est quelque chose qui vous convient.
L'hypnose, c'est aussi quelque chose qui est probablement efficace, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que on a un intervenant qui va nous en parler un peu plus tout à l'heure. L'acupuncture, c'est quelque chose qui revient très souvent. Il y a plein de protocoles différents qui existent. L'acupuncture, contrairement à d'autres thérapies, c'est facile de faire de la fausse acupuncture parce qu'on peut faire des fausses aiguilles qui se plantent mais qui ne se plantent pas en vrai. Et probablement que l'efficacité, finalement, c'est quelque chose qui est très à la mode, mais en fait, qui semble pas très efficace, en tout cas dans les rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite. Alors, là, j'ai énuméré un certain nombre de techniques, et en fait, il y en a un certain nombre d'autres, parce que je ne vais pas faire un catalogue très long. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver et comment est-ce qu'on peut le faire en pratique, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver. Alors, une des possibilités, souvent, c'est de trouver des annuaires d'associations de formation. Par exemple, sur la méditation, sur la sophrologie, il y a plein d'annuaires qui existent et qui peuvent permettre de trouver en général dans ces associations. Ils ont les annuaires de leurs membres et du coup, vous pouvez trouver quelqu'un qui est pas trop loin de chez vous et qui pourrait et qui est listé. C'est une bonne manière de faire. Parfois aussi, il y a certains thérapeutes qui sont dans des centres de la douleur. Alors là, j'ai mis des liens et notamment, il y a une carte, parce que j'avais fait une carte qui montrait un peu tous les centres qui existent. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de centres différents qui existent dans les différents endroits. Sur la carte, vous voyez, il y a même les coordonnées de chaque médecin responsable, de chaque coordonnée. Et c'est une possibilité parce que ces traitements, c'est souvent intéressant. Quelquefois, ça peut être compliqué parce que souvent, il faut les payer. Et les prises en charge dans les centres de la douleur, parfois, ça peut permettre d'amener des techniques sans avoir à les financer parfois. Donc, au total, on a énuméré un certain nombre de techniques. Je suis sûr qu'il y a encore d'autres choses qui vont vous venir à l'esprit. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour pouvoir suggérer et puis avoir mon commentaire sur les différentes choses qui existent ou les commentaires des autres intervenants. Globalement, j'ai énuméré plusieurs choses. Il n'y a pas une chose qui marche pour tout le monde et qui sera bien pour tout le monde. Il faut vraiment choisir ce qui vous convient. Je vous ai dit, le yoga, c'est super bien, mais il y a des gens, le yoga, ça les saoule. Bon, dans ce cas-là, vous faites pas ça, vous allez faire une autre technique. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit réalisable. Comme je vous ai dit, ce sont des choses pour lesquelles il faut falloir s'exercer et le faire très régulièrement. Donc, si vous ne pouvez pas le faire toutes les semaines ou 2 fois par semaine, que c'est quelque chose pour lequel il y a 2 heures de trajet à faire, bon, c'est pas la peine, il faut choisir autre chose. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit faisable régulièrement. Voilà. Et donc, il faut que ce soit complémentaire de la prise en charge médicamenteuse, qui n'est pas le sujet là. Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer sur un certain nombre de techniques non médicamenteuses. Merci beaucoup, Dr Bailly. Pour illustrer vos propos, moi, je vous propose de nous intéresser à l'hypnose, qui est une des pratiques complémentaires que vous avez abordées pendant votre exposé. Et donc, je vais demander à Olivier Père, hypnothérapeute, de nous faire découvrir de manière plus approfondie ce qu'est l'hypnose. Donc, bonsoir Olivier, merci d'être avec nous ce soir. Pouvez-vous nous présenter plus en détail ce qu'est l'hypnose et nous parler de votre pratique chez des personnes qui souffrent d'un rhumatisme inflammatoire chronique? Bonsoir, bonsoir. Alors un peu comme merci déjà de m'avoir invité. Merci aux intervenantes d'être présents. Merci au docteur Florian Bailly qui vient de nous faire un bel exposé des pratiques. Et ce n'est pas facile en si peu de temps, mais c'était très bien fait. Merci beaucoup. Alors effectivement, il a parlé un petit peu de l'hypnose et on va essayer de faire un espèce de focus sur l'hypnose. Et pour ça, je vais vous partager également un diaporama que j'ai ici. Voilà, j'espère que tout le monde peut le voir. Je vais le mettre en grand, tant qu'à faire. On ne paiera pas plus cher. Voilà, regardez comme c'est beau. Donc, je suis Olivier Père, hypnothérapeute et cadre de santé dans un service de diététique et aussi à l'unité transversale d'éducation thérapeutique. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont fait ce qu'on appelle de l'ETP, c'est souvent comme ça qu'on dit, qui permet donc souvent de mieux gérer finalement le rhumatisme. Et donc, moi, je pratique au centre hospitalier de Saint-Brieuc. C'est tout frais, hein, j'ai commencé en début de semaine. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'hypnose, faire ce focus sur l'hypnose avec peut-être voilà, un peu plus, en savoir un peu plus sur l'intérêt que ça peut avoir pour vous
et puis ce qu'on fait effectivement en pratique. Alors pour cela, je vais vous raconter un peu d'où je viens. Ça va aussi introduire l'intervention suivante de Solange qui pourra peut-être s'appuyer sur ça. Donc moi, j'ai fait une formation de ce qu'on appelle de l'hypnose et de la thérapie brève. C'est pour ça que j'ai mis l'acronyme HTB en 2015 et ça a duré 2 ans dans une école qu'on appelle le STIP, avec une spécialisation donc, dans l'hypnose qu'on appelle l'hypnoanalgésique et donc l'hypnose contre la douleur. Voilà, je l'ai fait 2 ans en présentiel. Tout ça pour vous dire que d'une certaine manière, je ne l'ai pas fait 2 semaines en distanciel sur Internet. Donc voilà, c'est un peu le débat qu'il pourrait y avoir aussi autour de l'hypnose. Donc de 2015 à 2020, j'ai consulté en rhumatologie à l'hôpital Lariboisière, et puis aussi dans le cadre de groupe, puisqu'on peut faire de l'hypnose de groupe, c'est faisable, dans le cadre des programmes d'ETP. Et puis, j'ai fait aussi des consultations libérales au centre hospitalier de Gisors. Alors là, un peu plus largement, pas que dans les douleurs, puisque les consultations à Lariboisière, c'était plutôt chez les patients qui présentaient des douleurs chroniques. Et là, en l'occurrence, c'était plutôt, voilà, ça pouvait être quelqu'un qui voulait arrêter de fumer, quelqu'un qui avait des problèmes des troubles alimentaires, quelqu'un qui avait une dépression ou des troubles anxieux, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Alors, pour expliquer ça, parce que c'est quand même important que vous sachiez ce qu'il en est, et en plus, il y a beaucoup de choses qui sont un peu fausses, de fausses croyances sur l'hypnose, ce d'autant qu'on voit des choses un peu aberrantes aussi à la télévision. Moi, j'aime bien utiliser un acronyme. Cet acronyme, c'est celui-ci, FIND. Donc, pour les anglophones, c'est le verbe « trouver » en anglais. Ça vous aidera peut-être, c'est un moyen mémotechnique pour que vous puissiez retenir. Donc, pourquoi find? Parce que le F, ça correspond à fréquent. Alors, l'hypnose, effectivement, c'est très fréquent. C'est-à-dire que vous, moi, tout le monde sur Terre fait de l'hypnose tous les jours. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ça soit que en cabinet. Mais non, pas du tout. En fait, on fait beaucoup d'hypnose. C'est ce qu'on appelle un état physiologique ou naturel. Je vais en parler justement, le N. Vous vous doutez maintenant de quoi il s'agit. Le I, c'est pour inconscient. Alors pourquoi? Parce que quand on fait de l'hypnose, on s'approche de cet état d'inconscience, en fait. Donc, ça veut dire qu'on va basculer de l'état de conscience vers un état plutôt d'inconscience. Alors, qu'est-ce que c'est l'inconscient? Je vais faire très court là-dessus. L'inconscient, c'est ce qu'on fait de manière automatique. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est la respiration. Vous n'avez pas besoin de vous dire « il faut que j'inspire, il ne faut pas que j'oublie, sinon, oui, sinon on peut mourir, il faut que j'expire ». On le fait très naturellement, là encore, de manière automatique ou machinale, et donc c'est très inconscient. Alors, il y a aussi les battements du cœur, il y a aussi les réactions, par exemple, les émotions. On vit une émotion, la colère, la peur, c'est très… par exemple, si je me mets en colère, mon corps il se met à chauffer, mais je ne contrôle pas cette chaleur. Si là, je cherche à rendre mon corps chaud, je ne vais pas y arriver. Quand on a peur, le cœur bat très vite. Là, si je cherche à faire battre mon cœur très vite, je n'y arriverai pas non plus. Voilà ce que c'est des réactions inconscientes. Et voilà vers quoi on va se tourner. C'est grâce à l'hypnose qu'on va atteindre cet état un peu plus inconscient. Pas complètement inconscient, mais un peu plus inconscient. Le N, je vous le disais, c'est le côté naturel, c'est-à-dire que ça se produit naturellement, état physiologique, on n'a pas besoin de forcer les choses, ça se fait tout seul. Et puis le D, c'est pour signifier la dissociation. Alors ça, c'est un peu bizarre de parler de dissociation là tout de suite, mais vous allez comprendre, c'est très simple. Vous savez, on parle souvent du corps et de l'esprit. Alors je vais prendre cet exemple, mais on pourrait aussi parler de yin et de yang, ou ce qu'on veut, peu importe, ou de conscient et d'inconscient d'ailleurs. Mais voilà, le corps et l'esprit, ça va être assez caractéristique parce que vous le savez, votre corps, il est ici en ce moment, là, probablement devant un écran, en train de m'écouter. Je l'espère. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, le corps ne peut pas bouger. C'est-à-dire qu'on est dans le présent et on peut pas, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas se téléporter. Par contre, l'esprit, lui, peut partir ailleurs. Il peut partir dans le passé, si vous êtes en train de vous souvenir par exemple, un souvenir de vacances. Il peut partir dans le futur, si vous vous demandez ce que vous allez faire la semaine prochaine. Et puis, il peut aussi partir dans l'imaginaire. Et nous, l'imaginaire, on va beaucoup l'utiliser en hypnose. Donc, voilà ce que c'est la dissociation. C'est quand le corps et l'esprit se séparent en quelque sorte.
Moi, j'aime bien cette image pour signifier l'hypnose, c'est l'iceberg, avec la partie évidemment émergée qui correspondrait au conscient et la partie immergée qui est beaucoup plus grande mais qui est moins visible, qui correspondra à l'inconscient. Alors, pour vous expliquer comment ça se passe au cours d'une séance, et puis au cours aussi, je vous disais que c'est naturel, donc ça se produit tous les jours, dans n'importe quelle situation, je vais vous montrer un schéma. Donc, on va imaginer qu'ici, c'est l'état de conscience habituel, celui dans lequel on est peut-être en ce moment. Encore que, peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu en hypnose, c'est tout à fait possible. Et puis, il y a l'état d'inconscience. Alors, l'état d'inconscience, par exemple, on tombe dans les pommes, on est inconscient. Tout ce qu'il va y avoir au niveau du conscient ou au-dessus du conscient, c'est ce qu'on appelle donc des états de conscience. Et là, on va retrouver, par exemple, l'attention qu'on peut avoir dans un cours ou voilà, vous êtes à l'université, vous suivez un cours, ou même à l'école primaire, vous écoutez le professeur, vous êtes dans un état de conscience. Encore que c'est encore discutable là aussi. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans la méditation. Donc là, Florian Bailly nous en parlait tout à l'heure, l'état de méditation, la méditation de pleine conscience, être présent à soi-même, c'est donc qu'on est bien conscient. D'accord ? Et puis, c'est un état qu'on va retrouver aussi quand on fait des soins. Par exemple, une infiltration, pourquoi pas, ou ce genre de choses. Et puis, il y a donc tous ces états que j'ai mis en jaune ici, qui sont les états entre le conscient et l'inconscient et qu'on va appeler des états de conscience modifiés, dont l'hypnose fait partie. Alors, c'est le cas, par exemple, naturellement, quand on lit. C'est le cas aussi également quand on est en train de peindre ou quand on est en train de rêvasser, en quelque sorte. Donc, on va plonger dans cet état d'hypnose, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, l'induction en termes techniques dans le cadre d'une consultation. Et on va se retrouver la personne dans cet état d'hypnose pendant un certain temps. Et puis après, il va y avoir une phase de réveil où elle va revenir vers le conscient. Pendant l'hypnose, on peut faire plus facilement appel à ce qu'on appelle les ressources inconscientes, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, l'hypnothérapie, c'est la thérapie par l'hypnose. Donc, c'est l'utilisation des ressources en hypnose afin de modifier au niveau inconscient un certain nombre de choses. Donc là, je vous ai mis 4 choses qui sont très, très, très fréquentes. Donc, par exemple, on peut modifier une perception. Par exemple, quelqu'un qui se dit incapable de faire quelque chose peut, à l'issue de l'hypnothérapie, se dire « je suis maintenant désormais capable de le faire ». On peut aussi modifier des ressentis qui sont désagréables. La fatigue, par exemple, ou la douleur, évidemment. Donc, on peut diminuer la douleur grâce à l'hypnose. On peut aussi modifier des comportements. C'est le cas d'une personne qui souhaite arrêter de fumer. Je fume, je ne fume plus, j'ai changé de comportement. On peut aussi faire ce qu'on appelle de la réassociation. Tout à l'heure, je vous ai dit que les gens pouvaient se dissocier, corps, esprit. Et c'est dans ce cas-là, par exemple, que vous allez avoir des gens qui vont vous dire « je ne suis pas bien dans ma peau ». C'est bizarre quand même de dire cette phrase d'une certaine manière, mais on est dans sa peau. Donc là, ça signifie d'une certaine manière que la personne est déjà dissociée, mais de manière négative. Donc le rôle ici va être de les réassocier pour que les gens se sentent bien dans leur peau. C'est le cas notamment des gens qui ont subi des traumatismes, par exemple. Alors en pratique, il y a une hypnose qui est plutôt formelle, celle où on va dire à la personne « asseyez-vous dans le fauteuil, fermez les yeux ou regardez un point sur le mur, etc. » Et puis, il y a aussi de l'hypnose informelle, dans la mesure où on peut être en hypnose à n'importe quel moment. Ça veut dire aussi qu'on peut avoir de l'hypnose dans une simple conversation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une phase d'induction. Cette phase d'induction, c'est un peu quand on fait ce mouvement d'induction où on va se focaliser sur quelque chose au point que tout ce qu'il y a autour va finir par en quelque sorte disparaître. Donc, c'est le cas, par exemple, si je lis un livre, je me concentre sur mon livre, au bout d'un moment, je peux ne plus entendre les sons. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a des gens qui lisent sur la plage et qui sont rouges écrevisses au bout d'une demi-heure parce qu'ils ne sentaient même plus le chaud sur leur dos. D'accord ? Donc, il peut y avoir des choses informelles, de l'hypnose informelle. Et donc, ça veut dire qu'on peut le faire dans une conversation où, effectivement, vous vous concentrez sur ma voix et donc, pendant une conversation, on peut pratiquer l'hypnose également. Au cours de l'hypnothérapie, souvent, il va y avoir plusieurs séances. Il y a parfois des gens qui me disent « mais combien il y a de séances obligatoires ou nécessaires ?» Et en fait, la réponse, c'est selon les objectifs des gens, parce que les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Prenons le cas de la douleur, il y a des gens qui veulent avoir un petit peu moins mal, supporter la douleur, puis il y a des gens qui ne veulent plus avoir mal du tout. Ce n'est pas toujours possible, mais on peut aller vers cet objectif-là, mais forcément, ça sera peut-être plus long.
Et puis, ça c'est important, d'ailleurs, Florian Bailly l'a abordé tout à l'heure, on doit apprendre aussi. Hein, il faut que vous en retiriez quelque chose de l'hypnothérapie. Et là, on va parler d'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on va faire un apprentissage qui va permettre à la personne de se soigner elle-même, par exemple, je reprends le cas de la douleur, de permettre à cette douleur de l'atténuer, notamment dans les moments de crise, pour que la personne aille mieux. Puis, ce qu'il faut savoir, et puis c'est la dernière chose, je crois que j'ai terminé après, au cours de l'hypnose, de l'hypnothérapie, on va utiliser aussi d'autres outils qui sont assez similaires et qu'on appelle des outils de thérapie brève. Donc ça, c'est pour que vous le sachiez, que ça existe et que ça ne passe pas forcément par de l'hypnose formalisée. Il peut y avoir aussi d'autres outils qui peuvent être utilisés et c'est très, très important. Voilà. Je vais arrêter mon partage. Et je laisse la main à Sandrine. Merci beaucoup, Olivier. Donc, votre présentation, elle nous a donné une idée plus concrète de ce que c'est que l'hypnose. Votre présentation qui balaye aussi un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur cette pratique à cause justement de ces images qui sont véhiculées dans les médias et notamment de l'hypnose spectacle. Hein. Ce n'est pas tout à fait de ça dont il s'agit dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc, l'hypnose, c'est une des approches non médicamenteuses dont a parlé le docteur Bailly. Hein. On a vu qu'il y en a bien d'autres. Et on a de plus en plus à l'association des personnes qui viennent vers nous, qui sont intéressées par ce type d'approche et qui viennent nous demander des conseils parce que ces pratiques n'étant pas très réglementées ou contrôlés, ils ont cette inquiétude de se dire est-ce que comment je vais trouver quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Alors Solange Arnaud, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc vous êtes fondatrice du site internet medoucine.com. Auriez-vous des conseils pratiques pour nos membres pour les aider à justement choisir un praticien dans lequel ils pourront avoir confiance? Bonjour à tous, oui, bien sûr. Je vais vous les partager bien volontiers. Merci vraiment de m'inviter à parler de ce sujet qui nous tient à cœur chez Medoucine. Et donc, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir. Je vais vous partager aussi mon écran. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est bon là? Oui, c'est bon. Parfait. Donc voilà, Medoucine, vous l'avez dit Sandrine, c'est un site internet, medoucine.com, mais c'est surtout en fait un réseau de praticiens parce que justement, on essaye de résoudre ce problème de la confiance que vous abordez qui est celui qui est là, quoi. C'est-à-dire des praticiens, il y en a plein. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas toujours très bien à qui on a affaire et ce n'est pas évident de trouver le bon. Donc là, vous avez un petit peu ce qu'on fait chez Medoucine, c'est-à-dire qu'au-delà du site, on est surtout un réseau aujourd'hui de plus de 1500 thérapeutes. Donc, ce sujet du recrutement des thérapeutes, on le connaît bien. Et j'aime à dire que c'est vraiment un recrutement parce que c'est vraiment comme quand on recrute quelqu'un dans une entreprise, c'est un faisceau d'indices en fait. Et c'est un petit peu les indices qu'on recherche que je vais vous partager. Donc, vous voyez ici les 3 grands thèmes qu'on vérifie nous chez Medoucine et que je vous encouragerai à faire de votre côté dans vos recherches. Donc, il y a le côté formation, il y a le côté recommandation et puis il y a le côté avis finalement d'autres personnes qui les ont consultés. Donc, pour rentrer un petit peu plus en détail dans le vif du sujet, voilà, les grandes thématiques, c'est celle-là. Donc, déjà, quel est son sérieux, quoi. Et ça, vous pouvez l'aborder sous l'angle de la formation. Donc, vous avez bien vu, quand Olivier Père se présente, il commence par là. J'ai fait 2 ans d'études, c'était du présentiel, etc. C'est vrai qu'on est dans des métiers qui sont non réglementés pour la plupart. Hein. Le seul vraiment réglementé, c'est l'ostéopathie, la chiropraxie, mais pour tous les autres, on est sur des métiers non réglementés. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de formation obligatoire. N'importe qui peut un peu s'improviser sur n'importe quel titre. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de regarder quelle a été la durée de la formation, quels ont été les formateurs, est-ce que c'était en présentiel ou pas, etc. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu la jungle, mais en tout cas, je vous encourage à regarder quand vous voulez
consulter quelqu'un, voilà, quelle a été sa formation, quel a été son parcours aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a amené. Souvent, ce sont des gens qui sont reconvertis, les praticiens. Donc, qu'est-ce qui l'a amené à choisir ce métier? En quoi est-ce qu'il est légitime pour ce métier? Depuis combien de temps il exerce, etc. Donc, ça, c'est les premières questions, on va dire un peu le socle de base sur lequel se construit le reste. Et en particulier, ce que j'ai appelé la crédibilité. Quelle crédibilité vous pouvez lui apporter? Parce que c'est vrai que comme la formation, c'est pas toujours évident à évaluer, il faut regarder d'autres choses. Donc, ce que je vous encourage à regarder, c'est les références. Les références, c'est quoi? C'est justement, est-ce que cette personne travaille en réseau avec des associations? Est-ce qu'elle est formatrice? Est-ce que, comme Olivier Père, elle travaille par exemple avec des centres hospitaliers? Est-ce qu'elle a écrit des bouquins? Est-ce qu'elle travaille avec des entreprises? Voilà, donc c'est un peu rentrer plus en détail dans le parcours et quel est l'écosystème en fait dans lequel elle évolue et qui peut vous rendre plus confiant que c'est quelqu'un entre guillemets de bien. Et puis ça réputation. Souvent, en fait, dans le domaine, ce qui fonctionne bien, c'est le bouche à oreille. Donc, quelqu'un vous en parle. Bon, après, quand on vous en parle, moi, je vous encourage quand même à mener votre petite enquête. Et c'est vrai que maintenant, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Nous, ce qu'on voit sur Médoucine, c'est que quand les gens viennent consulter le site, vraiment la partie des avis des personnes qui ont consulté auparavant, finalement, franchement, c'est pas très scientifique d'une certaine manière, mais ça donne confiance et ça permet de se rendre compte de comment ça se passe vraiment cette consultation. Et chez nous, c'est vrai que c'est un critère très important, d'autant qu'en fait, sur Médoucine, vous pouvez prendre rendez-vous. Après le rendez-vous, on demande l'avis des personnes qui ont consulté et on a 98% de personnes qui recommandent leur consultation. Donc, c'est vrai que c'est une façon pour nous, en tout cas très forte, de se rassurer sur le fait qu'on a fait les bons recrutements. Et pour vous, quelle que soit la source des avis que vous pouvez prendre, une source aussi d'informations sur aussi comment vraiment travaille cette personne. Ensuite, il y a un critère qui est très, très important à mes yeux, qui est la transparence. Parce que, encore une fois, comme dans des domaines pas très balisés, finalement, la qualité de l'information qui est disponible est très importante. Notamment, on en a déjà un petit peu parlé, le tarif, parce que très souvent, c'est vous qui allez payer, le déroulé d'une séance, le nombre de consultations à prévoir, etc. Donc, Olivier Père l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas toujours le prédire. Néanmoins, c'est quand même bien de pouvoir s'attendre à quelque chose et que vous puissiez un peu vous projeter dans la relation avec le thérapeute que vous allez rencontrer, quoi. Et puis enfin, le docteur Bailly l'a mentionné, c'est presque aussi et surtout un choix personnel, quoi. Quelles sont vos attentes, quelles sont les pratiques qui vous parlent, parce qu'effectivement, vous allez devoir vous impliquer. Il n'y a pas de pilule bleue magique, etc. Donc, il va falloir vraiment donner du vôtre. Et donc, c'est important que ce soit quelque chose qui vous donne envie et aussi que la raison pour laquelle vous allez consulter, est-ce que c'est que vous voulez mieux dormir, est-ce que c'est la douleur, est-ce que c'est le stress, etc., soit aussi clair dans vos attentes pour que vous puissiez en faire part. Et enfin, il y a un petit sujet, ça peut paraître anecdotique, mais ça fait partie aussi des sections les plus consultées sur les fiches de Médoucine. Ce sont les photos, les vidéos, etc., parce qu'à nouveau, quelque part, ça vous permet, vous, de vous rendre compte, est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond? Voilà. Donc, vous voyez que ça fait un panorama assez large. Quelque part, ce que j'ai envie de vous dire, c'est simplement de bien vous renseigner et de vérifier que ce qu'on vous propose vous semble cohérent. Après, vous voyez qu'il n'y a pas non plus de certitude, entre guillemets, avec tout ça. Donc, ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est un petit peu les drapeaux rouges. Parce que finalement, même si vous allez tester quelque chose, la plupart du temps, en fait, il n'y a pas un énorme risque en vérité. Moi, je l'ai évalué de la part en échangeant avec les assureurs. Il y a très peu de sinistralité dans ce domaine. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas non plus énormément on va dire, dans le domaine du médicament, on dirait d'effets secondaires graves, etc., pourvu que, effectivement, quand même, les praticiens soient assez bien formés pour connaître les contre-indications en particulier, etc. En revanche, c'est important pour vous de pouvoir détecter des signaux d'alerte qui vous feraient dire non, là, il faut que je sorte en fait de cette thérapie ou que je n'y aille pas. Et la première, ça, c'est vraiment le truc le plus important. C'est aussi ce que pourchasse la Mivilude à juste titre.
chapitre, c'est la critique de la médecine conventionnelle, l'incitation à l'arrêt des traitements, etc. Je pense que ça, c'est vraiment le principal risque de ces pratiques. Donc voilà, soyez vigilants, surtout quand on a une pathologie grave chronique, c'est super important de rester sur son traitement conventionnel. Et comme l'a dit très bien tout à l'heure le docteur Bailly, que ces pratiques-là, elles viennent en plus pour soulager une douleur, pour gérer un stress et pour du coup mieux vivre aussi l'ensemble et de vos traitements et puis surtout de votre vie au quotidien. Donc ça, c'est vraiment un point d'alerte très important. Si vous deviez en retenir qu'un, c'est vraiment celui-là. Le deuxième point, ce serait un peu en parallèle de ça, c'est la surpromesse et les miracles. Malheureusement, c'est vrai que s'il y avait des miracles, ça se saurait. Et il n'y a pas de thérapie qui soit miraculeuse dans ce domaine, comme dans aucun d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez un vocable autour de ça, sachez que peut-être que la personne n'a pas bien conscience de ce que vraiment elle fait. Voilà. Ensuite, j'ai mis quand même tarifs et récurrence des consultations. Alors là-dessus, franchement, il y a quand même un vaste panel, encore une fois, de possibilités. Mais en tout cas, si à un moment donné, vous dites « oulala, là, c'est abusé », peut-être que c'est abusé. Donc, soyez en alerte là-dessus. D'autant que, je rejoins le docteur Bailly là-dessus, l'objectif de toutes ces pratiques en général, c'est de vous autonomiser. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une thérapie à vie. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que vous appreniez des techniques avec lesquelles vous soyez à l'aise, qui vont vous permettre d'être mieux dans votre quotidien. Donc souvent, elles sont autour de l'hygiène de vie, voilà, de petites routines qui vous font vous sentir mieux. Et donc, ça ne doit pas durer sur des dizaines de séances non plus, quoi. Alors après, c'est vrai que ces techniques, elles sont plus ou moins scientifiques, on l'a vu, plus ou moins claires, etc. Bon, pour autant, alors moi qui suis pourtant ingénieure de formation, donc vraiment dans la science dure au démarrage, j'avoue que je me suis assouplie avec le temps là-dessus parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours très bien qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche. Donc là, l'expérience personnelle est finalement la plus importante. Pour autant, voilà, si ça devient un jargon pseudo-scientifique un peu fumeux et tout, voilà, il faut avoir une petite oreille là-dessus parce que ça cache peut-être le truc de la surpromesse, etc. Donc, vous, en tout cas, vous devez être à tout moment à l'aise, à poser des questions, à demander des explications et à trouver que ces explications vous ont l'air cohérentes, quoi. C'est ça qui est important. Donc, tous ces drapeaux rouges, c'est aussi des questions que vous pouvez poser. Alors, les produits maison, j'ai fait un petit aparté là-dessus parce que les produits maison, c'est vrai qu'il peut y avoir des compléments alimentaires, des herbes comme ça, etc. Donc, petit 1, interaction médicamenteuse, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien pour éviter les interactions. Et petit 2, il y a une réglementation. C'est vrai que ça peut être bien les produits maison, mais voilà, il y a quand même une réglementation à suivre, donc il faut faire attention à ça. Et puis, dernier point, super important aussi, le secret. Voilà, parce que si le praticien vous encourage à ne pas parler de vos consultations, à ne pas en parler à votre entourage, pas en parler avec votre médecin et tout, là, on est effectivement dans un risque de dérive sectaire. C'est ce que traque la Miviludes. Donc, c'est très important que vous puissiez parler de votre suivi avec des gens en qui vous avez confiance. Et donc, dernier point, du coup, en cas de doute, là, un peu la conduite à tenir, c'est ce que je vous encourage à faire, en tout cas, c'est que vous soyez à tout moment libre d'arrêter une thérapie, que voilà, un praticien, à un moment donné, peut-être qu'il vous fait du bien, peut-être qu'à un moment donné, justement, vous êtes au maximum de ce que vous avez pu apprendre avec cette personne, il faut que vous puissiez passer à autre chose et qu'à tout moment, vous sentiez libre de dire c'est bon pour moi, peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais c'est plus, ça ne m'apporte plus rien. Et encore une fois, d'en parler à votre entourage, à vos amis, etc. Voilà, mais en tout cas, de pouvoir être libre de parler de vos consultations parce que, encore une fois, voilà, le corollaire de ça, c'est que si vous ne vous sentez pas libre d'en parler, c'est peut-être pas bon signe. C'est peut-être qu'en fait, vous êtes dans une relation avec un praticien qui n'est pas suffisamment saine, quoi. Si vous êtes bien, vous avez tout loisir d'en parler. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça va paraître normal, d'autres à qui ça paraîtra bizarre. C'est vrai que ces pratiques, parfois, elles peuvent paraître un peu bizarres, en tout cas pour des esprits cartésiens qui n'ont pas trop l'habitude. Mais
bon, en tout cas, il y a quand même une grande majorité de personnes, je peux vous en dire mon expérience depuis 5 ans. Encore une fois, moi, je viens d'un monde très scientifique, donc pas forcément le premier à se jeter sur ces pratiques-là, mais dans lequel, finalement, de plus en plus de personnes pratiquent, ont testé pour elles-mêmes, et donc avec qui vous aurez d'ailleurs plaisir à échanger vos expériences. Voilà. Et puis, voilà, je vous remets mes coordonnées au cas où. N'hésitez pas à me faire un petit mot si vous avez des questions aussi là-dessus. Encore une fois, on a pas mal d'expérience maintenant chez Médoucine sur justement cette sélection des praticiens, et on sait que c'est un exercice qui n'est pas toujours évident, mais en tout cas, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que notre expérience, compte tenu justement des précautions que je viens de partager avec vous, elle est très positive, et qu'on a justement, nous, constitué un très beau réseau, et encore une fois, c'est un petit réseau par rapport à l'ensemble des propositions qui peuvent vous être faites, hein, et on voit qu'il y a quand même, on entend toujours parler du charlatan et tout ça, mais en fait, on voit aussi qu'il y a énormément de gens qui pratiquent bien leur métier avec beaucoup de cœur, et auprès de qui, je suis sûre, vous saurez trouver vraiment un bon accompagnement. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup Solange pour ces recommandations et surtout sur ces points de vigilance auxquels nos patients doivent prêter attention. Je pense que c'est vraiment très très important de le rappeler, même si effectivement dans de nombreux cas ça se passe bien, et il y a des praticiens qui sont tout à fait compétents. Maintenant, il y a aussi des disciplines qui n'ont pas fait leurs preuves, et on le sait que les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques, qui sont un petit peu plus fragiles, un petit peu plus vulnérables, parce que notamment elles souffrent, sont un peu plus facilement convaincues par ces personnes qui seraient pas des praticiens de confiance. Alors, au moment des inscriptions et pendant vos différentes interventions, nous avons reçu de nombreuses questions. Donc, je vous propose de ne pas perdre de temps et puis de commencer tout de suite par une première question. Alors, la première question s'adresse au docteur Bailly. Vous avez beaucoup parlé de l'intérêt des pratiques complémentaires dans le cadre de la gestion des douleurs. Certaines pratiques peuvent-elles également avoir un impact sur l'inflammation? Et si oui, lesquelles? Alors, merci. Effectivement, c'est une très bonne question, et c'est souvent quelque chose qui revient assez fréquemment. Savoir est-ce qu'il y a des choses qui remplaceraient un petit peu les médicaments pour pouvoir diminuer l'inflammation. En très résumé, non, ça n'existe pas. Ce dont je vous ai parlé scientifiquement, ça va vraiment réduire la douleur. Ça va pas la camoufler, ça va vraiment moins mal, mais ça va pas supprimer l'inflammation ou même la diminuer. Il y a beaucoup de produits qui tentent de proposer ça, notamment des choses naturelles, des herbes, des compléments alimentaires. Il y a des choses à la mode à ce niveau-là, mais il n'y a aucune preuve scientifique de bonne qualité comme quoi il y aurait des choses complémentaires qui pourraient diminuer l'inflammation. Alors, Olivier, une question pour vous. L'hypnose est-elle également efficace sur la fatigue? Oui, alors je vais répondre, je vais faire une réponse de Normand, comme on dit. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'hypnose, je vous parlais tout à l'heure de thérapie brève, en fait, c'est un groupe de thérapie, dont fait partie l'hypnose. Sont des thérapies qu'on appelle solutionnistes, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur la solution. Et donc, les gens qui viennent nous voir, on ne parle pas beaucoup du problème. Alors, quand je parle de problème, je parle de douleur, de fatigue, de dépression, de choses comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une visite, par exemple, quand vous allez voir votre médecin, il va vous dire comment ça va. Vous allez lui répondre ça ne va pas, je ne suis pas bien, si effectivement vous n'êtes pas bien. Donc, vous répondez par le problème. Moi, quand les gens viennent me voir, je peux poser une question comme, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aujourd'hui qui vous permettra d'aller mieux demain? Alors, c'est une question étrange parce que la première fois que vous voyez un thérapeute, il vous dit ça, vous vous dites, mais il est bizarre, il est un peu toqué. Mais il n'empêche que les gens vont avoir tendance à répondre par la solution. C'est-à-dire, par exemple, je voudrais me sentir calme. Donc, je ne sais pas pourquoi elle vient, la personne. Je ne sais pas si elle vient parce qu'elle a mal, parce qu'elle est fatiguée, parce que ceci, parce que cela. En fait, je réfléchis par rapport à une solution. Et là, je vais commencer à enchaîner avec, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, vous vous sentez calme à combien? Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être à 2 sur 10. OK, vous voudriez aller à combien? Je ne sais pas, par exemple, à 6. OK,
comment on peut faire, comment vous allez savoir que vous n'êtes pas non pas à 6, parce que 6, c'est un peu prétentieux d'une certaine manière, mais par exemple à 2,5 ou 3 sur cette échelle. Elle va vous répondre, par exemple, si j'arrête de crier sur mes enfants, ça voudrait dire que peut-être je suis à 2,5. OK ? Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous n'avez pas crié sur vos enfants? Il y a une semaine, je suis allé me balader dans les bois, c'était vachement bien et je n'ai pas crié sur mes enfants. OK, fermez les yeux, on va dans les bois. Voilà comment ça marche l'hypnose. Hein. Donc, ce n'est pas du tout un système qui est basé sur le problème en réalité. Voilà, c'est une réponse un peu étrange, mais c'est ma réponse. Merci Olivier. Alors, docteur Bailly, encore pour vous. À quelle pratique puis-je avoir recours pour atténuer certains effets secondaires des traitements, nausées, fatigue? Puis-je me tourner vers les huiles essentielles, l'homéopathie, les tisanes ou encore les compléments alimentaires sans danger? Alors, c'est une bonne question parce que effectivement, il y a certains traitements qui sont assez fréquemment associés à ce type de problème, et notamment le médicament le plus fréquent, c'est le méthotrexate qui peut donner la fatigue et des nausées. Hein. C'est un traitement de base de beaucoup de rhumatisme inflammatoire, donc c'est assez fréquent. Alors, globalement, les traitements qui sont proposés là, les huiles essentielles, l'homéopathie, les tisanes ou les compléments alimentaires, globalement, il n'y a aucune preuve que ça marche. Voire, il y a des preuves que ça marche pas. Hein. C'est-à-dire que l'homéopathie, il y a quand même pas mal de données qui disent que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas au-delà de l'effet placebo. Il y a des gens qui sont améliorés par ça, mais donc vous pouvez le faire, mais scientifiquement, il n'y a pas de preuve d'efficacité. Alors, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose sur les nausées. Quand on a quelque chose qui va donner des nausées, on anticipe ça et on a encore un peu plus de nausées. Et c'est bien connu. Et vous avez peut-être déjà expérimenté. Hein, il y a des gens, ils ont des nausées parce que, je ne sais pas, on prend le médicament tous les mercredis et du coup, le jeudi, peut-être on a des nausées. Mais même quand on commence ou même un petit peu avant de prendre le médicament, on commence à avoir ça parce qu'on a une sorte de conditionnement. Eh bien, des techniques dont j'ai parlé, comme la méditation ou l'hypnose, ou par exemple, ça peut enlever tout ce conditionnement. Ça ne va pas enlever l'effet propre du médicament, mais ça va enlever tous les effets qu'on pourrait avoir associés. Et donc, globalement, ces techniques dont j'ai déjà parlé peuvent avoir un effet qui sera partiel parce que ça ne va pas supprimer complètement, mais ça peut déjà être utile. Voilà. Merci. Alors, Solange, une prise en charge financière est-elle possible pour certaines approches non médicamenteuses? Et si oui, lesquelles? Alors, c'est une grande question. On va dire qu'un certain nombre de mutuelles prennent en charge, en fonction de votre contrat, certaines pratiques. Voilà, donc avec ça, vous êtes bien avancé, ça va vraiment, ça dépend, quoi. Donc ça, c'est un axe. Après, il y a des pistes aussi, comme l'indiquait tout à l'heure le docteur Bailly, sur des centres de traitement contre la douleur ou des choses comme ça, dans lesquelles vous pouvez avoir aussi des prises en charge sur certains protocoles. Et je pense qu'il faut vraiment vous renseigner. Alors moi, finalement, je connais assez mal les circuits, mais c'est quelque chose que je voudrais travailler parce que je sais que dans le cas justement de certaines pathologies, certains parcours, eh bien, il est effectivement possible d'avoir des remboursements à nouveau, soit de votre mutuelle, mais même de la sécurité sociale. Mais c'est vrai que c'est un petit peu anecdotique. Et compte tenu des finances de la sécurité sociale, je ne suis pas sûre que la priorité soit effectivement malheureusement de rajouter des choses qui vont, voilà, des pratiques, des nouvelles pratiques remboursables, quoi. Mais en tout cas, ça vaut la peine de creuser. Et peut-être qu'on pourrait y travailler ensemble d'ailleurs, Sandrine, parce que je sais qu'il y a quand même on va dire des niches de remboursement et probablement dans le cadre des rhumatismes inflammatoires chroniques, il doit y avoir des pistes à creuser là-dessus. Tout à fait d'accord. Docteur Bailly, nous avons reçu beaucoup de questions autour du CBD. Donc, par exemple, quels sont les effets du CBD sur les douleurs articulaires? Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce que c'est que le CBD? Tout le monde n'est peut-être pas au courant. Et nous dire si ça présente un intérêt pour les personnes atteintes de rhumatisme inflammatoire chronique. Alors oui, effectivement, c'est une question qui revient très très souvent. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le CBD? Le CBD, le cannabidiol, c'est un des composants de ce qu'on trouve dans le cannabis. Il y a le THC qui est le principe plutôt psychoactif et qui va faire l'effet un peu planant entre guillemets du cannabis. Et il y a le CBD qui aurait
théoriquement certains effets, mais sans avoir l'effet de planer. Ça agit sur des récepteurs qui sont différents des récepteurs de la douleur, qui pourraient peut-être avoir des effets. Néanmoins, en fait, scientifiquement, il n'y a pas beaucoup de preuves que ça fonctionne, et il y a même un certain nombre de preuves qui disent que ça ne fonctionne pas. Il y a une expérimentation en cours sur le CBD et le THC dans certains centres de la douleur, mais qui est plutôt associée aux douleurs neuropathiques, parce que c'est là où ça pourrait peut-être un petit peu marcher. Mais globalement, il faut bien comprendre que il y a des petites preuves que peut-être ça pourrait avoir une faible efficacité dans ces douleurs neuropathiques, donc pas vraiment les douleurs articulaires, et surtout par rapport à la mode que c'est actuellement. Scientifiquement, on est très très loin de la mode. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on en trouve partout. Il y a des boutiques depuis que c'est pas techniquement interdit, c'est un vide juridique, c'est pas techniquement interdit. Donc, on en trouve un peu partout dans plein de magasins. C'est pas quelque chose que moi je peux recommander à des gens qui auraient des douleurs articulaires, ou en tout cas pas aujourd'hui compte tenu des données scientifiques actuelles. C'est peut-être quelque chose qui va évoluer, mais je le recommanderais pas actuellement. Merci. Alors, Olivier, est-ce que l'auto-hypnose peut être pratiquée par tous? Est-elle aussi efficace que l'hypnose réalisée par un praticien? C'est différent. C'est différent. Et alors, est-ce que ça peut être pratiqué par tous? Ça, c'est certain que oui, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'hypnose est naturelle. Hein, donc, tout le monde en fait. Donc après, ça nécessite un apprentissage, c'est-à-dire que ça ne va pas tomber du ciel, ça c'est sûr. Et donc, ça veut dire qu'il faut pratiquer avec, si possible, quelqu'un de sérieux et qui connaît bien la pathologie et puis évidemment l'hypnose, qui va vous apprendre comment faire seul, comment pratiquer seul. Et puis après, il va y avoir pas mal de temps d'adaptation, d'entraînement pour s'accaparer un peu l'outil et puis qui deviennent efficaces. Hein, parce que, encore une fois, hein, on en a déjà parlé, mais c'est pas, voilà, c'est évidemment l'efficacité est relative. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des effets à 100%. Mais par contre, vous aurez probablement un intérêt à utiliser l'auto-hypnose. Donc oui, ça peut se pratiquer seul sous couvert d'avoir évidemment de l'entraînement et ça fonctionne plutôt pas mal. Merci. Docteur Bailly, les bénéfices des pratiques complémentaires peuvent-elles permettre de diminuer les traitements? Alors, réponse courte, oui. C'est-à-dire que oui, effectivement, hein, les traitements complémentaires, donc déjà, ça peut permettre de diminuer les douleurs. Et parfois, on peut même, donc déjà, on va pouvoir peut-être diminuer les médicaments de la douleur. Donc ça, c'est quelque chose qui semble assez évident parce qu'on va pouvoir proposer d'autres choses à la place de ces médicaments. Et même parfois, si on a des douleurs, mais que finalement, la maladie, elle est plutôt pas très active, si on arrive à diminuer les douleurs, le médecin que vous consultez, il sera peut-être aussi plus rassuré pour pouvoir, par exemple, diminuer la dose du médicament. Alors ça se fait avec un médecin, hein, il ne faut pas le faire soi-même. Et donc, globalement, oui, ça peut permettre de diminuer les médicaments. Merci. Alors, Solange, est-il possible de signaler un praticien avec des pratiques douteuses? Et les praticiens mal intentionnés sont-ils répertoriés quelque part? C'est difficile. Alors, pas à ma connaissance. Je ne crois pas qu'il y ait de répertoire liste noire. En revanche, c'est le job de la Miviludes, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui est un organisme justement spécialement dédié au repérage des mouvements sectaires. Donc ça, c'est des gens que vous pouvez regarder si vous avez un doute, etc. Donc ils gèrent les problèmes sectaires au-delà d'ailleurs de la santé, hein, mais c'est vrai que la santé représente une grosse partie des signalements. Et à l'intérieur de ça, parce que je lisais une des questions autour d'un médecin qui visiblement avait un comportement qui paraissait aussi étrange, en fait, c'est pas réservé en fait aux non-médecins, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi des médecins qui peuvent avoir des comportements pas appropriés. Hein. Comme dans tous les métiers, en fait, il peut y avoir des déviances. Après, pour les praticiens, je ne sais pas si c'était un sophrologue, un hypnothérapeute ou autre, il y a aussi, alors il n'y a pas vraiment d'ordre,
dans ces professions-là. Il y a néanmoins quand même à chaque fois un ou plusieurs syndicats. Alors du coup, comme souvent il y en a plusieurs, il n'y en a vraiment aucun qui fait référence. Néanmoins, ce sont aussi des organismes auprès de qui vous pouvez faire des signalements et je sais qu'ils en gèrent beaucoup parce qu'ils sont un petit peu, on va dire, l'ambassadeur de la profession. Donc c'est eux qui travaillent à la fois avec les usagers et à la fois avec les autorités. Donc c'est aussi des gens vers qui vous pouvez vous tourner en cas de doute. Tout à l'heure, je crois que c'est vous, docteur Bailly, qui disait aussi il y a les annuaires de formation et tout ça. Donc voilà, c'est des gens qui peuvent aussi servir de référence. Et pour compléter, pour les professions pour lesquelles il y a un ordre, donc les médecins ou des kinés ou des infirmières, par exemple, là où quand il y a un ordre, justement, c'est le rôle de l'ordre. Et donc, ça peut arriver aussi, il y a un certain nombre de praticiens qui sont déviants. Il y a aussi des médecins qui le sont, hein, et il y a quelques boutons noirs dans tout, y compris dans les médecins. Si ça arrive, on peut faire des signalements à l'ordre. Et en général, quand l'ordre reçoit une seule chose ou un signalement, il va peut-être pas faire grand-chose. S'il y a 5 signalements de 5 personnes différentes, là, il va y avoir des interventions qui vont être faites, des enquêtes. Et donc voilà, donc c'est un fait que ça arrive dans toutes les professions, que ce soit réglementé ou non réglementé. Mais la difficulté du non réglementé, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de police telle qu'est l'objectif d'un ordre globalement. Oui, on ne sait pas forcément vers qui s'adresser si on rencontre un problème avec un praticien. Tout à fait. Alors, docteur Bailly, est-ce que l'ostéopathie peut atténuer les raideurs et ralentir les déformations ? Alors, l'ostéopathie, pour ralentir les déformations, non, ça ne ralentit pas les déformations, non. L'ostéopathie, alors, l'ostéopathie, probablement que ça peut avoir une action sur les muscles quand des muscles sont contractés, hein. Donc, il y a des gens qui sont améliorés par l'ostéopathie. Si c'est les muscles, ça peut peut-être améliorer un peu les symptômes de raideur. Si c'est l'atteinte articulaire, je ne suis pas sûr que ça change beaucoup de choses. La raideur, c'est un signe d'activité de la maladie aussi. Alors, soit d'activité de la maladie, soit parce que l'articulation était abîmée. Et l'ostéopathie ne va pas pouvoir ni supprimer l'inflammation, ni réparer une articulation. Donc, globalement, ça ne va pas améliorer les choses, sauf s'il y a une contracture musculaire associée. Et c'est parce que là, sur les muscles, les ostéopathes peuvent améliorer les choses temporairement. Alors, et les cures thermales sont-elles bénéfiques pour diminuer les crises de PR ? Alors, les cures thermales sont quelque chose qui ne sont pas très bien évaluées parce que pour évaluer quelque chose, globalement, il faut essayer de comparer quelque chose d'autre. En fait, quand on s'occupe de quelqu'un, quel que soit le thérapeutique, on s'aperçoit que ça va mieux. Donc, les gens, en général, sont plutôt contents quand ils vont dans une cure thermale. On n'est pas sûr que ce soit juste l'effet un peu d'être pendant 3 semaines dans un endroit un peu coucouné, ou est-ce que vraiment il y aurait les vrais bénéfices des cures thermales, hein. Théoriquement, c'est lié à des eaux, voilà. On n'est pas sûr qu'il y ait une réelle efficacité spécifique des cures thermales. C'est vrai qu'on entend beaucoup chez les malades de se plaindre d'incompréhension des proches ou de l'entourage. Et donc, déjà, avoir affaire à quelqu'un qui s'occupe de vous, un thérapeute qui est compréhensif, c'est déjà oui, un premier bénéfice, quoi. Alors, effectivement, les cures thermales, il y a des cures thermales qui sont dédiées pour certaines maladies aussi articulaires et donc sur lesquelles, théoriquement, il y a des choses qui sont un peu plus adapté. Après, la limite, c'est que dans les cures thermales, souvent, il y a des soins assez passifs. Moi, je recommande souvent des choses où on devient autonome, où on apprend à faire des choses. Et ça, souvent, il y a des options dans les cures thermales, mais c'est pas compris dedans. C'est des options à prendre en plus parfois, et donc dans lesquelles on va apprendre des choses, et on va faire des exercices ou de l'activité physique. Donc, certaines cures, probablement, peuvent peut-être être un peu bénéfiques, même si c'est difficile de le dire formellement. Merci. Alors, dernière question malheureusement, docteur Bailly. Pourquoi mon médecin ne me parle pas de ces pratiques non médicamenteuses ? Je n'ose pas aborder le sujet avec lui. Est-ce qu'il pourrait me conseiller et m'orienter vers des pratiques complémentaires adaptées à ma situation ? Alors, c'est une très bonne question et c'est une très bonne question de fin, je pense, parce que en fait, ça résume beaucoup de problématiques liées à ces prises en charge non médicamenteuses. Alors, déjà, c'est que, en fait, quand un médecin va prescrire un médicament, en fait, il sait très bien ce qu'il prescrit parce que le médicament, c'est très standardisé. Une prise en charge non médicamenteuse, ça va dépendre de quelle prise en charge va être faite, ça va dépendre de quel thérapeute. Donc, on en a bien parlé aujourd'hui, hein. Il y a des thérapeutes qui sont bien, il y a des thérapeutes parfois qui peuvent poser plus de problèmes. Et donc,
il ne faut pas hésiter à en parler parce qu'il y a probablement aussi il y a des techniques qui sont faisables à un endroit, pas à d'autres. Et votre médecin, il connaît aussi plus, on va dire par exemple, je sais pas, la psychologue qui est dans le cabinet d'à côté ou d'autres personnes, et il va probablement connaître les ressources. Il ne faut pas hésiter à discuter de ça avec son médecin traitant parce que justement, il aura probablement cette connaissance locale que vous ne pourrez jamais trouver, qui est difficile à trouver par ailleurs. Donc, je vous invite vraiment à en discuter. Et puis, les médecins, en général, peuvent être ouverts aussi, même si ce n'était pas ce qu'ils vont aborder spontanément. C'est important de discuter de tout. Et puis, s'il y a des problèmes avec des médicaments et que vous préférez une approche non médicamenteuse, c'est quelque chose qui est tout à fait entendable et c'est important d'en parler. Merci beaucoup. Alors, on a reçu énormément de questions qui concernent l'alimentation, qui tournent autour de l'alimentation. On a choisi de ne pas les traiter ce soir parce que on ne peut pas répondre à toutes les questions et surtout parce qu'on vous donne rendez-vous prochainement du 11 au 16 octobre au e-salon de la polyarthrite rhumatoïde et des rhumatismes inflammatoires chroniques et que là, au moment du salon, il y a une conférence qui sera entièrement dédiée à l'alimentation. Donc, on va bien sûr garder vos questions et puis vous pourrez aussi, au moment du salon, si vous avez d'autres questions, les poser à l'intervenant. Donc, merci à tous les trois d'avoir participé à cette webconférence de rentrée. Je voudrais remercier aussi le laboratoire Galapagos qui s'est associé à nous et qui a apporté son soutien institutionnel à l'événement. Merci à tous les internautes qui ont suivi cette conférence. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder la nouvelle émission, enfin la série d'émissions que nous avons lancée dernièrement, les 3 minutes de l'AFPERIC, où nous faisons intervenir des experts, professionnels ou patients sur des sujets qui vous intéressent et nous abordons notamment la méditation, la sophrologie, l'auto-hypnose. On vous permet même de tester ces pratiques avec quelques exercices en ligne. Donc, pour accéder à ces émissions, il faut vous abonner à notre chaîne YouTube ou alors vous pouvez aussi les retrouver et les écouter sur les plateformes de podcasts qui existent. Donc, merci à tous. Merci à l'équipe salariée qui a travaillé avec moi pour organiser cette webconférence. Je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous très bientôt au e-salon de la polyarthrite.